Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le taux d'inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. Alors que les ménages américains doivent faire face à une forte hausse des prix, l'inflation se répand dans le monde. Aujourd'hui, nous allons analyser les causes de cette montée de l'inflation et ses répercussions sur le reste du monde, notamment en Europe et en Chine. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis Bruxelles, M. Bernard de Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise, et depuis Beijing, M. Ding Fan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par M. Ding Fan parce que vous avez parlé beaucoup de l'économie américaine dans nos émissions précédentes. Alors qu'aujourd'hui, on voit que l'inflation aux États-Unis a atteint un niveau record depuis plus de 40 ans. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, au contraire, ce n'est pas une surprise, mais on est surpris tout de même de voir cette inflation arriver si tard. Parce que depuis très longtemps, la Banque centrale américaine, donc la Réserve fédérale, ne cesse d'appliquer une politique monétaire plus que généreuse. Donc, en fait, il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Et normalement, selon l'analyse d'un économiste très connu, fondateur de l'école monétarisme, Milton Friedman, il dit que toutes les inflations sont un phénomène monétaire. De ce point de vue, si la Banque centrale américaine ne cesse d'émettre de liquidités sur le marché, tôt ou tard, ça va provoquer une inflation. Alors que depuis la pandémie, depuis 2020, la Réserve fédérale a relâché beaucoup de liquidités sur le marché, et en particulier lorsque la bourse américaine a été interrompue 3 fois à cause du panique, alors que la Réserve fédérale a appliqué une politique dite limited easing. Donc, c'est une espèce d'accommodement sans fin, sans fond. Donc, on ne sait pas combien de monnaies, combien de nouvelles monnaies créées par la Banque centrale américaine. Donc, tôt ou tard, ça va causer des répercussions très importantes sur le marché. Et Monsieur De Witt, je voudrais savoir du côté de l'Europe, parce que quand même l'annonce du chiffre de 9,1%, ce taux d'inflation, c'est le chiffre d'inflation au mois de juin. Alors ça a provoqué quand même un choc et puis des réactions assez drastiques sur les principaux bourses en Europe. Donc quel est votre regard sur ce phénomène? Je partage d'abord, je dirais, ce qu'a dit le professeur Ling tout à l'heure à propos finalement des causes de l'inflation. Et les causes de l'inflation aux États-Unis, on les retrouve un petit peu, je dirais, aussi en Europe. Vous avez d'abord cette crise du Covid qui a provoqué une réduction, je dirais, de l'offre de biens, de l'offre de services. Il y a eu un accroissement en même temps de la demande de biens et de services. Il y a, je dirais, également un phénomène aussi de transition écologique où les gouvernements ici en Europe préoccupés par les problèmes de climat prennent des mesures, notamment pour réduire, je dirais, la production d'énergie fossile. Mais on sait également que l'énergie verte coûte à l'heure actuelle plus cher. Vous avez aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, conséquences notamment pour l'approvisionnement en énergie, gaz, électricité. On prévoit les prochains hivers vont être plus durs avec une hausse des prix qui se répercute aussi en général, d'où cette inflation qui est présente et qu'on ne prévoit pas disparaître dans les prochains mois.
Monsieur Ding, je voudrais savoir, selon vous, où en est-on dans cette inflation aux États-Unis? Parce que vous avez dit que tôt ou tard, il y aura une inflation avec ce genre de politique monétaire. Est-ce qu'on est au début de quelque chose ou on est au milieu où ce taux maintenant est un peu la fin, donc on est vers le bas? Donc, selon les analyses de la plupart des économistes américains, en fait, on est encore au début d'une période inflationniste importante. Non seulement l'inflation va rester à un niveau relativement élevé dans les années à venir, mais encore les grandes économies du monde, en particulier l'économie américaine, risquent de se plonger dans une récession. Donc, ce qui est menaçant actuellement, c'est la perspective d'une stagflation. Donc, avec une stagnation de la croissance plus une hausse relativement importante de l'inflation, où le taux de l'inflation sera maintenu à un niveau très élevé pendant des années à venir. Mm. Voilà, c'est un tableau plutôt gris et noir. Alors, je voudrais un peu continuer avec vous, Monsieur Dingfan, parce que on voit que le président américain Joe Biden récemment, il a promulgué la loi sur la réduction de l'inflation. Est-ce que ça va être un outil efficace pour lutter contre l'inflation? Cette loi a provoqué des réactions très négatives, même aux États-Unis. En fait, cette loi a un nom de réduction de l'inflation, mais selon les analyses des économistes de grande réputation, eh bien, cette loi sera un poison pour l'économie américaine, car cette loi insiste sur des aspects qui n'ont rien à voir avec l'inflation. En fait, c'est une subvention de l'État, du gouvernement américain, aux activités qui sont plutôt des activités en relation avec les groupes d'intérêt du Parti démocrate. Donc, beaucoup disent aux États-Unis que c'est plus ou moins un geste en faveur des électeurs du Parti républicain, du Parti démocrate, pardon. En fait, ce n'est pas un projet pour lutter contre l'inflation. Car quand on regarde dans le détail de cette loi de réduction sur l'inflation, c'est un projet de subvention des activités au nom de, par exemple, de la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est des subventions aux activités de nouvelle énergie, etc. Cela ne pourrait pas avoir des impacts directs sur l'inflation. Il y a aussi une partie de subvention aux activités de l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie, ça n'a rien à voir contre l'inflation. Sinon, que si les coûts de traitement de pandémie auraient un impact très important sur le niveau de vie d'une certaine partie de la population. Et donc, tout cela n'a rien à voir avec l'inflation. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'économistes disent que finalement, cette loi n'est qu'un poison pour l'économie américaine dans les mois à venir. Alors, quel est votre regard, Monsieur De Witt? Est-ce que ici en Europe, on sent cette pression inflationniste provenant de ce record de l'inflation aux États-Unis? Mais je dirais, ici, je partage l'analyse du professeur Ding, d'abord en ce qui concerne la loi américaine qui sort. C'est une loi qui se dirige essentiellement, je dirais, sur la lutte contre le changement climatique en poussant vers des énergies renouvelables. Un peu ce qu'on fait ici aussi en Europe. En Europe, nous avons déjà un système de santé, me semble-t-il, plus élaboré qu'aux États-Unis, où nous avons, je dirais, une plus grande participation des États dans la couverture de frais de santé. Mais, je dirais, nos systèmes de santé ont été mis également à rude épreuve par la crise du Covid. On l'a vu également avec la nécessité
d'allouer plus de crédits aux établissements, notamment hospitaliers, au personnel de santé. On a constaté également qu'il y a dans certains secteurs pénurie, je dirais, de main-d'œuvre, pénurie au niveau du recrutement. Et c'est d'ailleurs un phénomène intéressant que j'observais aux États-Unis, où l'on constate qu'un certain nombre de gens, suite à la crise du Covid, se sont remis en question, n'ont plus souhaité exercer les métiers qu'ils exerçaient précédemment, qui étaient parfois des métiers durs et peu payés, avec du coup un problème de raréfaction de la main-d'œuvre, d'où une augmentation des coûts, d'où l'inflation. Et je pense que là, en Europe, nous sommes partiellement également confrontés à un phénomène identique. Monsieur Ding Fan a dit tout à l'heure une image plutôt grise et sombre pour l'avenir. Sur le court terme, il y a encore de l'inflation de plus en plus marquante. Et en Europe, quelle est votre analyse? Est-ce qu'on attend une inflation encore plus importante dans les mois ou les années à venir, ou il y a d'autres analyses qui donnent plus d'espoir? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. A priori, il n'y a pas de raison que l'inflation s'arrête, que l'inflation disparaisse du jour au lendemain, certainement pas. Nous avons une série de phénomènes qui sont présents en Europe, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine qui est présente, et on ne voit pas pour le moment une fin à cette guerre. Donc là, il y a pour le moment un problème d'approvisionnement en matières premières énergétiques. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. On parle de remettre en fonction ou de prolonger des centrales nucléaires pour remédier un petit peu à ce manque au niveau gaz, électricité. Nous avons donc là, je dirais, une inflation qui risque de rester. Les plus optimistes vous diront que peut-être à terme, si la guerre en Ukraine trouve une solution pacifique dans les prochains mois, là, je dirais, on pourrait revenir à une situation plus normale. Si le Covid ne se remanifeste pas de manière forte dans les prochains mois, si les vaccins font leur effet, on peut là également s'attendre à ce que l'activité économique se poursuive plus normalement. On peut également s'attendre à ce que de nouveaux diplômés arrivent sur le marché de manière, je dirais, continue, et donc que nous ayons moins ce phénomène aussi de raréfaction de la main-d'œuvre. Donc là, c'est une vision plus optimiste à 2-3 ans. Mais dans l'intervalle, personnellement, je ne vois pas une réduction de l'inflation immédiatement. Alors, je vais revenir sur M. Ding Fan. Est-ce que vous pensez que les pressions inflationnistes aux États-Unis vont ajouter à la gravité de l'inflation en Europe? Parce qu'on voit déjà les effets sur le taux de change, par exemple, entre le dollar et l'euro. D'une certaine manière, oui. Vous savez, la plupart des matières premières sont dénommées en dollars. Lorsque le dollar évalue contre l'euro, c'est le cas aujourd'hui parce qu'il y a une tendance de la fuite de capital de l'Union européenne vers les États-Unis à cause du changement de la politique monétaire par la Réserve fédérale, mais aussi à cause de la crise ukrainienne. De ce point de vue, l'euro ne cesse de baisser, l'euro ne cesse de dévaluer contre le dollar, ce qui fait que l'Europe doit importer de l'énergie, des matières premières à un prix supérieur, car avec la dévaluation de l'euro, les matières premières dénommées en dollars américains sont plus chères. Donc, c'est pratiquement un mécanisme où c'est une réaction mécanique du marché. Et là aussi, je pense que le changement de taux de change entre l'euro et le dollar va aggraver la situation en Europe. Si l'euro se révalue,
ce serait une bonne nouvelle pour l'Europe pour abaisser d'une certaine manière l'inflation. Hmm. Quel est votre avis là-dessus, Monsieur De Witt, et quelles sont, selon vous, les marges de manœuvre aujourd'hui en Europe pour lutter contre cette inflation? Je dirais, je suis Monsieur Digne quand il souligne le fait que l'euro perd de sa valeur. On a vu encore hier, l'euro est passé sous le dollar, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Quand on voit, je dirais, quelle était la valeur au départ de la création de l'euro, qui était nettement au-dessus du dollar. Donc c'est vrai que les importations vont coûter beaucoup plus cher. D'un autre côté, pour nos entreprises, je dirais comme dans toute chose, il y a parfois un côté plus positif. Le fait que l'euro soit moins cher permettra de mieux exporter nos marchandises, en quelque sorte, qui coûteront moins cher à l'achat aux pays extérieurs. Et donc nous espérons d'ailleurs que l'Europe exportera davantage en Chine. Mais c'est vrai que la pression inflationniste est là, qu'un euro faible a beaucoup de désavantages. La Banque centrale européenne, comme la Banque centrale américaine, finalement, ont eu des politiques très différentes il y a 2-3 ans et maintenant. On a, je dirais, avec la crise du Covid, laissé aller. On a, je dirais fort, baissé les taux. Et puis maintenant, on réduit, on serre la vis, on augmente les taux, ce qui veut dire que le crédit coûte plus cher. Et là, ça va engendrer aussi des problèmes, c'est que dans des périodes de crise, les faibles s'affaiblissent. Donc l'Europe n'est pas non plus unie, l'Allemagne n'est pas au même niveau que d'autres pays, la France n'est pas au même niveau que certains pays qui sont arrivés plus récemment en Europe. Et donc les pays plus faibles risquent d'avoir de plus grosses difficultés et d'où, avec risque de troubles sociaux notamment. Alors ça ne vise pas seulement l'Europe, ça vise d'autres pays dans le monde, pays, je dirais, aux économies beaucoup plus fragiles, qui risquent là, eux aussi, d'avoir de plus grosses difficultés. Alors, parlons de pays plus fragiles, Monsieur Ding. Enfin, je voudrais revenir sur vous parce que quel est votre point de vue sur les mesures prises aujourd'hui ou vont être prises par les États-Unis pour contrer cette inflation? Et quand on parle de pays fragiles, on voit qu'il y a encore des pays en voie de développement ou peu développés dans le monde qui ont des situations économiques peu favorables. Et est-ce qu'il y a un risque que ces pays-là vont aussi subir des pressions inflationnistes qui sont un résultat de cette inflation record aux États-Unis? En fait, il n'y a pas de relation directe entre le niveau d'inflation aux États-Unis et dans d'autres pays émergents ou dans d'autres pays en développement. Mais par contre, le changement de politique monétaire aux États-Unis provoque souvent des effets de débordement importants. Quelquefois, cela pourrait provoquer des crises financières dans beaucoup de pays en développement, car le dollar américain a une position prédominante dans le système monétaire international. Lorsque le dollar est des très bons marchés, comme il y a 2 ans par exemple, le dollar est des très bons marchés, beaucoup de pays en développement étaient tentés d'emprunter du dollar pour investir, etc. Donc il y a un décalage de dette, un décalage d'investissement, etc. Car beaucoup de pays ont investi dans des projets qui ont un retour d'investissement plus long. Et alors, avec le changement de la politique monétaire aux États-Unis, le dollar devient plus fort. Et l'intérêt de dette est devenu un fardeau pour ces pays qui se sont endettés en dollars. Et cette fois-ci aussi,
cette fois aussi parce que la Réserve fédérale est en train de changer sa politique monétaire. Quoique entre l'inflation et la récession économique, eh bien, la Réserve fédérale est dans une espèce de dilemme. Donc, elle hésite Mm. encore à élever rapidement le taux d'intérêt. Et en fait, pour vraiment maîtriser l'inflation, il aurait fallu élever le taux d'intérêt de façon beaucoup brutale. Mm. C'était le cas dans les années 1980, par exemple. Mm. Si on veut vraiment maîtriser l'inflation, selon un fameux économiste américain, Rubini, il dit qu'au moins le taux d'intérêt de la Réserve fédérale doit être élevé à plus de 4,5 à 5%. Mm. En dessous de ce niveau de taux d'intérêt, le taux d'inflation des États-Unis ne sera pas maîtrisé. Mm. Donc, c'est un paradoxe pour beaucoup de pays en développement, car à mesure que la Réserve fédérale relève le taux d'intérêt, eh bien, les capitaux ou l'investissement, le dollar qui était autrefois dans les pays en développement, vont se retourner au marché américain. Mm. Donc, la fuite de capitaux va provoquer une crise financière dans beaucoup de pays en développement. Mm. C'était la cause des pays, de la crise des pays latino-américains dans les années 1980. C'était aussi la cause de la crise financière des pays asiatiques en 1997. Mm. Donc, il y a toujours ce genre de risque. Alors, je continue sur vous, Monsieur Ding. Enfin, euh, quelle est la situation aujourd'hui en Chine? Est-ce que l'inflation en Chine aujourd'hui a un niveau inquiétant? Oh non, pas du tout. Pas Mm. du tout. Le taux d'inflation dans les derniers mois, c'était 2,1%. Mais il y a une Par tendance à la rapport à, hausse. oui, mais Mm. par rapport à l'année dernière, il y a tout de même une hausse de l'inflation, car en Mm. 2021, le taux d'inflation était à 1,1%. Donc cette année, il est à 2,1%. Donc il y a une petite augmentation du taux d'inflation. Mais en général, vous regardez le marché, à part le pétrole, l'essence, le prix de l'essence a augmenté. Ça commence à baisser parce que le prix de pétrole sur le marché international commence à baisser un peu. Donc, le prix de l'essence a baissé. Mais à part ça, les autres produits, le prix de la plupart des produits de consommation ne sont pas augmentés. Donc, c'est normal. C'est 2% de taux d'inflation de CPI. Je pense que c'est un taux normal. Mm. Car s'il n'y a pas d'inflation, le développement économique sera difficile, sera Mm. dans une phase de récession plutôt. Quel est votre avis, Monsieur De Witt, du point de vue européen, parce que vous prêtez toujours un œil très attentif au marché chinois. Quelle est votre observation là-dessus? Et moi, je remarque une chose du côté des entreprises européennes et belges notamment, c'est que l'intérêt du marché chinois, l'intérêt de la Chine est toujours très grand. Euh, Quoi qu'on dise, la Chine est une des économies majeures dans le monde. On ne peut donc pas ignorer la Chine. On doit, je dirais, travailler avec la Chine. Les opportunités sont toujours là et je trouve qu'il y a des éléments très positifs qui ont été pris récemment par le gouvernement chinois, notamment pour favoriser les entreprises étrangères qui viennent en Chine. Je pense donc que les choses sont là. Ce que nous attendons au niveau des entreprises européennes, c'est, je dirais, on puisse voyager plus facilement dans une période post-Covid, parce que de nouvelles affaires puissent se faire, parce que ce qu'on remarque assez bien, c'est que les entreprises qui sont déjà présentes en Chine, elles restent. Ne croyons pas que tout le monde revient, non. Elles restent. Les entreprises chinoises qui sont en Europe, pour la plupart, restent également, mais ce que l'on souhaite, c'est qu'il y en ait de nouvelles. Et pour faire de nouvelles affaires, ce n'est pas toujours facile par vidéoconférence, même si
ça peut avoir son charme comme aujourd'hui par exemple, mais il est clair que ce n'est pas toujours simple et pour développer de nouvelles affaires. Et donc là, je pense que l'ouverture des frontières, la réouverture des frontières sera importante. Alors il y a des tendances protectionnistes qu'on peut voir, et notamment, je dirais, l'Europe a maintenant ce qu'on appelle une screening procedure, donc on vise à éviter que des entreprises qui bénéficieraient de soutien étatique ne soient pas en concurrence normale avec des entreprises locales, et donc l'ouverture du marché est limitée à ce niveau-là. Mais il n'empêche, nous avons, je dirais, beaucoup d'entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises, qui ont des contacts avec des petites et moyennes entreprises chinoises, qui ne demandent qu'à développer ces contacts. Donc je pense que là, il y a encore de belles possibilités et je suis personnellement plutôt optimiste pour les prochains mois parce que cette crise du Covid va devoir trouver, je dirais, des solutions et on va devoir s'habituer à vivre avec cela et donc à échanger davantage. On parie surtout sur la bonne santé de l'économie chinoise. Oui, ben écoutez, moi ce que je remarque, et je laisserai la parole évidemment à M. Ding, mais moi je remarque une chose, c'est que, on parlait des monnaies, ben, le yuan se porte bien, Oui. ce qui veut dire que là aussi le dollar régresse comme monnaie de référence, ce Ding l'a dit. Je remarque par exemple des pays comme Israël, le Brésil, le Nigeria ont diminué leurs réserves de dollars pour mettre notamment des yuan dans leurs réserves. C'était inimaginable il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, ce sont des phénomènes très intéressants parce que là, c'est la réalité de l'économie. Et donc, ça veut dire là que la Chine, sa monnaie, joue un rôle de plus en plus important au niveau de l'économie mondiale. Mais justement, je voulais continuer avec vous, Monsieur Ding, en parlant de la monnaie. Quelle est aujourd'hui la politique monétaire en Chine? Parce que quand même, avec la pandémie et avec les ruptures un peu de la chaîne de valeur en raison des pandémies, il y a quand même des difficultés dans l'économie chinoise, par exemple les emplois des jeunes. Il y a aussi cette pression inflationniste mondiale. Et aujourd'hui, quelle est la politique monétaire de la Chine? En fait, on a assisté à un changement de politique relativement différent dans les deux directions. Aux États-Unis, la Réserve fédérale est en train de relever le taux d'intérêt, alors que la Chine, la Banque centrale, donc la Banque populaire de Chine, est en train de réduire le taux d'intérêt, de baisser le taux d'intérêt en faveur de l'investissement pour encourager les gens à investir, pour encourager les gens à consommer. Ce qui fait que il y a plus d'intérêt à investir maintenant en Chine qu'aux États-Unis, parce que le taux de CPI, donc le taux d'inflation en Chine dans les derniers mois est à 2,1%. Aux États-Unis, il est à 9%. Ça a des répercussions sur la monnaie, car si vous détenez beaucoup de dollars avec un taux d'inflation de 8%, votre pouvoir d'achat se réduit. Mais si vous donnez des yuan, comme M. De Witt a expliqué, et si vous avez des yuan entre les mains, eh bien, le taux d'inflation en Chine était seulement de 2,1%. Donc, votre monnaie, donc votre yuan, pourrait garder sa valeur. C'est naturel. C'est pour ça que les investisseurs internationaux auraient intérêt à avoir davantage de yuan au lieu de dollars. Parce que le dollar sera une monnaie dont la valeur est condamnée à baisser à cause de l'inflation. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.